La bataille de Baylen est l'histoire d'un général français sûr de sa puissance mais mal pourvu en hommes, qui ne dispose pas de reconnaissance opérationnelle dans un territoire ennemi et hostile. Il est aisé pour nous de revoir les opérations 214 années plus tard, mais enfin, mettons-nous un peu à la place de ce général français. Pierre Dupont de l'Étang est né le 14 juillet 1765 à Chabanais dans l'Angoumois. Il s'éteint le 9 mars 1840 après une carrière militaire puis politique, tombé en disgrâce sous l'Empire, rayé de l'ordre de la Légion d'honneur en 1812 pour trahison et réhabilité sous la Restauration, décoré de l'ordre de Saint-Louis. Une carrière haute en rebondissement, pourrait-on dire. À l'époque qui nous préoccupe, c'est un général au succès incontestable, promis à un bâton de maréchal, notamment grâce au coup de force de Pozzolo pendant la campagne d'Italie. Citons-le à cette occasion. La victoire rappelle mes troupes, l'occasion est décisive, et je maintiens le pont que j'ai fait jeter dans la pensée que toute l'armée va accourir pour en profiter et opérer son passage. Après avoir pris sur moi la responsabilité de cette grande résolution, j'ai bientôt à lutter sur l'autre rive du fleuve contre toute l'armée de monsieur le comte de Bellegarde. La guerre n'a point de chance plus inégale. L'aile droite soutient seule pendant 7 heures tous les efforts de l'ennemi, appuyé ensuite par le corps du centre commandé par le lieutenant-général Suchet et par quelques régiments qui volent sur le terrain au bruit du combat. Elle obtient un triomphe complet. Le Mincio est forcé et la bataille de Pozzolo est gagnée contre un ennemi 3 fois supérieur en nombre. Toute l'Italie supérieure des rives du Mincio jusqu'aux frontières de l'Autriche est reconquise. N'apparaît-il pas là comme énergique et courageux? Bien que Bonaparte n'aimât pas les boucheries inutiles, le succès trop chèrement acheté de Pozzolo n'en était pas moins un brillant coup de main. L'empereur s'en souvint en 1804. Le 14 juin, Dupont fut nommé grand officier de l'ordre de la Légion d'honneur. À l'occasion de l'affaire qui nous occupe, les troupes qui sont confiées à Dupont sont bien différentes de celles qu'il a eu l'habitude de diriger lors des campagnes précédentes. Il ne dispose cette fois que de jeunes conscrits, de soldats de deuxième zone et d'unités de réserve tenus jusqu'ici à l'écart. Comme en témoigne le général Foy dans Histoire de la guerre de la péninsule, page 125, où sa description est sans appel. Les officiers étaient trop laxistes, ou en attente d'être démobilisés. Ou encore, je cite, « Les troupes n'avaient pas la consistance et les matériaux dont elles étaient formées étaient le rebut des grandes armées qui avaient dominé l'Europe. » Ou encore nous avons cette anecdote extraite de Mémoire d'un apothicaire sur la guerre d'Espagne pendant les années 1808 à 1814, édité en 1824 de M. Blaz, volume 1, page 11. Il nous fait part de cette anecdote. Lors d'un exercice sur une plaine proche de Valladolid, le général Mahler fut tué par une tige de chargement qu'un soldat avait sottement laissée dans le canon de son mousquet. Après qu'une inspection fut menée pour découvrir le coupable, il s'avéra qu'il manquait 18 tiges sur la section qui venait de faire feu. À ce propos, Jean Tullard nous dit la chose suivante. Ces mémoires ont obtenu dès leur parution un grand succès. Il raconte le passage de l'auteur en Espagne comme pharmacien aide-major dans le service de santé. Plusieurs chapitres sont consacrés à sa captivité et à son évasion. Les derniers évoquent l'effondrement du pouvoir de Joseph. Son témoignage est capital sur les atrocités de la guérilla. Jean Tullard. Le commandement français a jugé de telles forces suffisantes pour ce qui s'annonce, selon lui comme une promenade militaire. Elles sont réparties entre 3 divisions d'infanterie confiées au général Gabriel Barboux des Courrières, Dominique Honoré-Antoine Védel et Bernard-Georges François Frère, s'y ajoute une division de cavalerie sous les ordres du général Maurice Ignace Fresia, un bataillon des marins de la garde et diverses unités d'artillerie et du génie. Des régiments suisses, précédemment au service de l'Espagne, enrôlés de force, complètent les effectifs. Ah, certes non, cette affaire ne démarre pas sous les meilleurs auspices malgré la prise de Cordoue et le premier combat au pont d'Alcolea, où les soldats de Dupont mettent en déroute les Espagnols. Il faut préciser aussi que toute l'Espagne s'est embrasée à la suite de la révolte madrilène du Dos de Mayo, le fameux 2 mai. Le terrain aussi ne va pas l'aider, il est aride et accidenté, avec une seule principale voie de communication. C'est le 24 mai 1808 que le général Pierre Dupont de l'Étang avait quitté Tolède.
avec 12 000 hommes du 2e corps d'observation de la Gironde. Sa mission était d'aller secourir à Cadiz l'amiral François-Étienne de Rosilly-Méraud et le reste de la flotte française battue à Trafalgar. Après le 7 juin 1808, qui voit la prise de Cordoue sans coup férir, la ville, comme c'est l'usage, est pillée par les troupes françaises. Les troupes espagnoles ayant été éparpillées par Dupont, les gens de Cordoue se barricadèrent dans leur ville, mais la porte fut enfoncée à coups de canon et la ville livrée au pillage systématique. De nombreux civils y perdirent la vie. C'est encore le général Foy qui nous relate que la ville fut livrée au pillage pendant plusieurs jours. Cette durée, quant à elle, n'était pas d'usage. La population de la ville fut la proie des plus atroces exactions, notamment le viol des religieuses, mais aussi des déprédations et des vols dans les édifices religieux. La durée du pillage fut également un des actes d'accusation dont fut l'objet Dupont lors de son procès de retour en France. Les jeunes soldats français qui prirent Cordoue le firent dans un état d'esprit particulier. Ils étaient désorientés par la chaleur écrasante de cette région aride et hostile, mais également, comme en attestent de nombreux témoins, ils virent de nombreuses exactions des guérillas espagnols lors de la traversée des Sierras. Ils avaient trouvé des hommes pendus par les pieds dans les cheminées, la tête brûlée, d'autres enterrés vivants, des blessés égorgés dans les hôpitaux ou encore des vivandières éventrées, les seins coupés. Tout cela explique certainement la rage des combattants à l'endroit de la population de Cordoue. Entre le 7 juin et le 18, Dupont va apprendre la reddition des troupes françaises de Cadiz, ainsi que l'information que les troupes espagnoles des Juntas se rassemblent. Il quitte Cordoue le 17 pour se rapprocher de ses bases, mais les populations locales, chauffées à blanc par le pillage de la ville, harcèlent les traînards, les massacrant au passage, et la progression est lente. Il obtient l'envoi de renforts qui ont notamment pour mission de lui faire parvenir des vivres. Il va s'établir le 18 à 65 km à l'est de Cordoue, à Andújar. Ce choix est discutable. Bailén, 25 km plus à l'est, aurait été une meilleure position défensive. Mais le général choisit malgré tout l'offensive, il veut certainement briller à ce moment. Wedel va quitter Tolède le 19 juin pour se porter au secours de Dupont avec 10 000 hommes. Il sera harcelé sans relâche sur la route, lui aussi, un trajet qu'il faut à nouveau sécuriser et qui semble se refermer sur l'armée comme un corps étranger dans un organisme vivant. Le général Gobert, lui, va quitter Madrid le 2 juillet. Comme pour Wedel, la progression est difficile. Il va rejoindre le corps le 7 juillet. Au départ des opérations qui mènent à la bataille de Bailén à proprement parler, le dispositif français est étalé sur 50 km. Soit Gobert à la Carolina, Wedel à Bailén et Dupont à Andújar. Wedel rejoint Dupont à Andújar, mais celui-ci le renvoie à Bailén. Lorsque Wedel arrive à Bailén, la ville est vide, et des indications lui font état de troupes espagnoles à la Carolina. Il se porte donc à la rencontre de celle-ci. Mais derrière lui, les troupes du général Théodore de Reding de Bibereg, un Suisse entré à 14 ans au service de l'Espagne, secondé par Antonio Malet de Coupigny, s'établit à Bailén, coupant l'armée française en deux. Le 18 au soir, à la faveur de la nuit, Dupont quitte Andújar en échappant à la surveillance des troupes de Castaños, installées non loin de là, en nombre très supérieur aux siennes. C'est le lendemain, à l'aube, le 19 juillet, que la tête de la colonne française atteint le pont sur le Rio Rumblar. Ce jour-là, à 2 heures du matin, en franchissant le ruisseau du Rumblar, les troupes du major Tellet tombent sur l'avant-garde de Reding. Le brigadier Venegas avait été chargé d'éclairer la marche que l'on prévoyait sur Andújar. Il venait de réveiller ses troupes qui s'étaient déployées sur la rive droite du ruisseau. Dans une pleine obscurité, Tellet repoussa tout ce monde vers Bailén, expulsant notamment une compagnie de chasseurs des gardes wallonnes d'une ferme qui se trouvait au bord de la route, à quelques 700 mètres du Rumblar. Mais là où s'encaisse la route entre le petit Zumacar et le Serrarón, au lieu dit du défilé de la Cruz Blanca, Venegas venait d'amener au pas de course le gros du 3e bataillon du régiment des gardes wallonnes. Les Français étaient stoppés. Puis Venegas, recevant le renfort de 2 bataillons de la milice provinciale, une compagnie de garde wallonne et un escadron de cavalerie. Ces troupes commandées par le général Grimarest, arrivées du Hadza Valona et menacées de tourner les faibles forces du major Tellet, un vif combat s'engagea qui conduisit le major français à se replier vers le Rumblar. Une fois que Dupont eut rejoint son avant-garde et que le gros de la colonne française fut arrivé à Rumblar, la bataille s'engagea. Dupont fait d'abord donner les cuirassiers et les dragons de Privé, soutenus par les fantassins suisses de Jean Adam Schramm. La droite espagnole,
posté sur la colline d'Azzavalona, subit plusieurs assauts et finit par céder un peu de terrain, constitué en grande partie d'oliveraies, soit défavorable aux évolutions de la cavalerie française. Curieusement, celle-ci se retire sans exploiter son succès. Les Suisses de Schramm prennent alors son relais, mais se retrouvent en face de leurs concitoyens et décident de se dispenser d'un affrontement fratricide. Dupont fait ensuite donner la brigade du général Théodore Chabert. Les canons des Espagnols la forcent à rebrousser chemin et leur cavalerie la raccompagne sans douceur. Après quoi, les dragons de Privé sont envoyés à la rescousse pour rétablir la situation. Mais ces flux et reflux n'aboutissent en fin de compte qu'à laisser chacun sur ses positions de départ. Vers 9 h du matin, Venegas, appuyé de quelques cavaliers, tente d'occuper les hauteurs qui surplombent le flanc gauche français. Mais il est repoussé. La troisième offensive française se produit 1 heure plus tard. Les chasseurs de Claude-François Dupré et l'infanterie de Chabert cherchent à percer le centre du dispositif espagnol. Mais comme lors de la seconde attaque, l'artillerie espagnole disloque les colonnes françaises. Par ailleurs, la chaleur du jour commence à peser sur les épaules des soldats. Peu après, les Espagnols passent à leur tour à l'offensive par une opération combinant cavalerie et infanterie. Les troupes impériales reculent. Une charge des cuirassiers et des dragons français menée conjointement par Itier-Sylvain Privé et Dupré semble un instant pouvoir réussir. Faute d'un soutien suffisant de fantassins, son succès reste passager et sans effet notable. La température devient accablante. Ravitaillés en eau par la population, les Espagnols en souffrent moins que les Français, qui ne peuvent compter que sur le Rumblar. Mais il est à sec. Reding est même en mesure de faire refroidir ses canons, et donc il se montre plus efficace que ceux de ses adversaires. Pour Dupont, la situation apparaît d'ores et déjà quasi désespérée. Une demi-journée de combat n'a pas permis de briser le verrou espagnol. Rien n'annonce l'arrivée imminente de Wedel. Celle de Castaños peut survenir à tout moment. En conséquence, le général en chef français concentre ses forces sur une attaque de la dernière chance. Tout ce qui reste des troupes disponibles et capables de combattre est lancé à l'assaut du centre ennemi. En vain, l'artillerie espagnole, une nouvelle fois, foudroie les bataillons français et brise leur progression. Les cavaliers, venus au secours de leurs camarades, sont balayés à leur tour et le général Dupré succombe dans cette vaine tentative. Dupont entreprend néanmoins un suprême effort pour percer les lignes adverses. À la tête des rares soldats encore en état de lutter, il n'en compte guère plus de 2000, dont 400 marins de la garde impériale. Les autres sont morts, blessés, ou ont baissé les bras et quitté le champ de bataille. Épuisés par la chaleur et la soif, la température dépasse les 40 degrés. Malgré la présence des généraux en première ligne, ce sursaut final est un ultime échec. Dupont lui-même subit une blessure au rein et cède soudain aux mêmes abattements que ses troupes. Contre l'avis du général Privé, qui tente sans succès de ranimer l'ardeur de son chef en faisant valoir les hypothèses favorables existantes, il sollicite une suspension d'armes. Reding accepte. Les belligérants conviennent de rester chacun sur leur position durant les négociations. À 14 h, Castaños, arrivé devant la Rumblar, s'arrête sitôt qu'informé du cessez-le-feu. Le général en chef espagnol n'aura ainsi joué qu'un rôle de figurant dans la bataille dont il est nominément le vainqueur. Vers 16 ou 17 h, Wedel entre enfin en lice. S'il a marché au son du canon, il n'a pourtant pas mis moins de 10 heures pour franchir les 23 km qui séparent la Carolina de Baylen. Peut-être par incapacité d'envisager un revers français. Toujours est-il que sa lenteur le fait arriver trop tard pour renverser la situation. Dans un premier temps, il n'en attaque pas moins la division espagnole de Coupigny, postée au nord-est de Baylen, sur les collines de San Cristobal et El Aocardo, en surplomb sur la route de Madrid. Mais Dupont, qui a inclus les forces de Wedel dans le cessez-le-feu, lui ordonne, par écrit, d'interrompre cette opération, pourtant en passe d'être couronnée de succès. À 18 h, les combats prennent fin, définitivement, cette fois. Le lendemain, Wedel, soutenu par ses généraux, ses officiers supérieurs et la troupe, qui se montre particulièrement irrité de l'inaction forcée dans laquelle on la tient, propose à son chef de reprendre les hostilités. Devant le refus de Dupont, il part dans la soirée pour Madrid par la Sierra Morena, ne se considérant pas comme lié par la suspension d'armes. Dupont lui fait alors parvenir par courrier l'ordre express de s'associer à la capitulation. Que les Espagnols, selon qui le départ de Wedel rompt les conditions de cessez-le-feu, menacent de massacrer le reste des unités françaises. Wedel décide d'obéir, mais ses troupes se montrent plus difficiles à convaincre. La partie la moins belliqueuse entend poursuivre sa route sur Madrid, l'autre veut revenir sur ses pas pour délivrer l'armée de Dupont. Toutes finissent cependant par se plier à la discipline militaire et s'en retournent, selon les ordres, prendre position près de Baylen,
en attendant l'issue des négociations. Lors des négociations, Dupont est malade. Il est représenté par Chabert, ainsi que Léonard Charles de Villoutray et Armand Samuel de Marescot, premier inspecteur général du génie. Dupont espère que la présence du dernier cité, grand officier de l'Empire et ancienne connaissance de Castaños, adoucira celui-ci. Les négociateurs espagnols se montrent néanmoins intraitables, surtout une fois en possession d'un courrier de Savary qui leur révèle combien les troupes de Dupont sont attendues avec impatience à Madrid. Castaños, s'il n'a joué qu'un rôle minime dans la victoire des siens, va par contre en tirer un profit maximal. Il n'accepte rien d'autre qu'une reddition totale. Les Français finissent par s'y résigner et signent le 22 juillet 1808 la convention d'Andújar. Le lendemain, 17 000 Français, à qui ont cependant été accordés les honneurs de la guerre, défilent devant leurs vainqueurs et rendent leurs armes, leurs aigles et leurs drapeaux. 2500 hommes perdent leur vie sur le terrain. Les Espagnols de leur côté ont perdu environ 1000 hommes. En réalité, 16 000 hommes vont trouver la mort sur les pontons. Ils seront détenus sur ces pontons, ce qui équivaut à peu près à une condamnation à mort. La clémence en moins. En février 1809, une partie d'entre eux sera déportée sur l'île de Cabrera, une autre aux Canaries. Tous connaîtront des conditions de détention draconiennes et rares selon les survivants libérés en 1814. Les officiers moins maltraités seront cependant déplacés en toute illégalité vers l'Angleterre en 1810. La défaite de Baylen est la première subie par l'armée impériale, et elle va provoquer un choc dans toute l'Europe. Après 3 années de triomphe remportées par la Grande Armée à travers l'Europe, elle révèle au monde que les troupes françaises ne sont pas invincibles. L'annonce de cette victoire va déclencher la liesse du peuple espagnol. Une autre conséquence va être la fuite de Joseph de Madrid, le 30 juillet. 2 jours après, les insurgés y pénètrent. Les troupes françaises se replient derrière l'Èbre. À son retour en France, Dupont est incarcéré et jugé par un conseil d'enquête. Destitué de ses grades, décorations, titres et dotations, il est emprisonné. Marescot, Vedel et Chabert sont également condamnés.